Bonjour à tous. Mon objectif aujourd'hui est de vous parler de la méthode Cascade qui est parmi l'une des méthodes les plus utilisées dans un projet SAP. À la fin de cette vidéo, vous aurez une idée bien précise sur cette méthodologie et de son fonctionnement. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Majbar Hamza et je suis consultant SAP. La méthode Cascade, appelée méthode classique, est parmi les méthodes les plus utilisées en gestion de projet SAP. Dans cette méthode, chaque étape doit être terminée pour pouvoir passer à la suivante. Il est important de noter que durant cette méthode, l'équipe de projet suit un cahier des charges à la lettre et travaille sur la totalité du projet, et ceci jusqu'à sa livraison. Il n'y a pas d'interaction avec le client qui recevra son projet une fois que celui-ci est terminé. Et tout doit être planifié. L'équipe s'engage sur un planning précis et définit l'ensemble des tâches à réaliser. Donc l'inconvénient majeur, il n'y a pas de place pour les changements et les imprévus, et il est donc préférable de tout réussir du premier coup. Au final, le client est souvent déçu car ses attentes ont évolué ou bien le contexte a changé. Des imprévus sont survenus et des ajustements doivent être effectués, ce qui implique bien sûr des retards et des coûts supplémentaires. Enfin, pour que cette méthode fonctionne correctement, une bonne communication entre les membres de l'équipe est dans ce cas-là essentielle. Alors passons maintenant à la description de la première phase qui est l'analyse fonctionnelle. Lors de cette première phase, préalable bien sûr au démarrage du projet, les parties prenantes, à savoir le client et l'équipe du projet, définissent ensemble dans un premier temps les objectifs et la portée du projet. Comme par exemple mettre en place une solution pouvant permettre à l'utilisateur de remplacer la logistique sur papier. Ensuite vient la définition des livrables attendus, comme par exemple permettre à l'utilisateur final de pouvoir utiliser la solution déployée à des fins logistiques. Ensuite vient la définition des délais souhaités, comme par exemple livrer cette solution dans un délai de 12 mois. Et enfin vient la définition du budget alloué, comme par exemple mettre en place cette solution avec un budget de X par exemple. Au cours de cette phase, une étude de faisabilité peut être faite afin de bien cadrer le besoin. Et cela commence par la détermination de toutes les contraintes possibles, comme par exemple la technologie utilisée, le budget alloué ou encore la complexité de besoin, et rendre enfin la solution encore plus réalisable. La formalisation par écrit des besoins exprimés par le client dans cette étape est alors nécessaire. On parle dans ce cas-là de cahier des charges, qui est tout simplement un document indispensable afin de pouvoir non seulement garder une trace écrite, mais aussi d'éviter tout désaccord entre le client et l'équipe du projet. Après l'élaboration des spécifications fonctionnelles, vient ensuite la deuxième étape qui est la conception détaillée. Cette phase peut être découpée en plusieurs phases. Premièrement, découpage et chiffrage, il s'agit d'établir une liste de tâches en associant besoins et coûts correspondants, afin de bien chiffrer le projet. Cette estimation doit être préalablement validée par le client avant son lancement. Ensuite vient la planification. Elle vise à ordonner les tâches et à les organiser en tenant compte des ressources disponibles et de leur charge de travail maximale. Toute planification de projet nécessite la prise en considération de délais, du budget et enfin une qualité de livrable. Et enfin vient la constitution de l'équipe du projet. Il s'agit de former une équipe humaine, technique et financière de manière cohérente avec une sélection précise dotée de compétences pointues mais aussi complémentaires. Après avoir fini de concevoir le besoin du client, vient ensuite l'étape de la réalisation ou de développement du projet et qui présente le centre même d'un projet quel qu'il soit. La réalisation intervient automatiquement après que les documents de spécification fonctionnelle soient livrés et approuvés par le client. Le développement doit répondre aux fonctionnalités et aux exigences techniques et technologiques telles définies lors de la phase de conception. Après que le développement ait été réalisé, viennent ensuite les tests unitaires. Au cours de cette phase, on s'assure que le développement réalisé est conforme au cahier de charges et aussi de qualité. Plusieurs types de tests peuvent donc être menés. Premièrement, on parle de test MOA qui doit correspondre aux besoins tels élaborés par la maîtrise d'ouvrage. Ensuite viennent les tests utilisateurs
qui doivent correspondre à comment l'utilisateur souhaite utiliser la solution. Ensuite viennent les tests de non-régression. C'est un test qui doit permettre à la solution livrée de ne pas avoir de défaillance en cas de réalisation de nouveaux besoins. Et enfin, les tests d'intégration qui permettent de vérifier l'interfaçage de tous les modules du projet à travers des tests techniques plus poussés. La recette, qui est l'étape qui suit la phase de test, est tout simplement le processus de validation par l'utilisateur de la conformité des livrables par rapport au cahier de charge initial. À l'issue de cette phase, une documentation de projet est produite afin de pouvoir archiver la solution développée pour des besoins de développement futur. Une fois la solution réalisée est approuvée par le client, cette dernière peut ainsi être déployée chez ce client. C'est l'objectif alors de la phase de la mise en production. Il s'agit alors, lors de cette phase, de pouvoir livrer le produit final et le mettre en service. Il est essentiel de prévoir une formation aux utilisateurs afin de pouvoir s'adapter à la solution et d'être autonome le plus rapidement possible à son utilisation. Même si que la solution soit correctement livrée et que le projet soit fini, ce dernier n'est pas vraiment terminé. En effet, le besoin client a de fortes chances d'évoluer et pourra ainsi permettre le développement d'un nouveau besoin à la solution livrée. Ceci est fait dans ce cas-là lors de la phase de maintenance. Ce développement peut ainsi être accompagné d'ajustements, d'actions correctives et évolutives pour permettre ainsi une nouvelle expérience en termes d'expérience utilisateur. Donc, pour résumer, afin d'avoir toutes les chances possibles de votre côté, que ce soit dans la conduite de projet ou de pouvoir y participer, ces principes décrits au cours de cette méthode doivent impérativement être appliqués. En pratique, cette méthode vous accompagnera dans les différentes phases de projet en passant par la définition des objectifs, la réalisation, puis lors de la livraison. Il ne faut surtout pas oublier qu'il n'y a pas de place pour les changements et les imprévus. Il est donc préférable de tout réussir du premier coup. Sinon, chaque régression dans une étape conduira systématiquement à la revue d'une étape précédente. Pour que cette méthode fonctionne correctement, bien sûr, une bonne communication entre l'équipe du projet et le client est dans ce cas-là essentielle. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir une idée bien précise sur la méthode cascade utilisée dans un projet SAP avec tous ses avantages et ses inconvénients. Si vous avez aimé, n'hésitez pas alors à partager cette vidéo avec un grand nombre parmi vous afin de pouvoir y bénéficier. Pour toute autre question ou nouvelle proposition du sujet, n'hésitez pas alors à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis toujours à la prochaine pour une nouvelle vidéo.